Marc-André, est-ce que je peux vous demander d'avoir la gentillesse d'ouvrir les bancs et de commencer votre présentation de l'état du luxe, de l'état du marché du luxe, pardon, au niveau mondial, dès que vous le souhaitez. Alors, je pense que vous souhaitez également nous présenter des slides que vous avez préparés à notre intention, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Donc, Voilà. Marc-André, c'est à vous. Merci beaucoup, Alain. Merci pour votre invitation et merci pour votre introduction. Bonsoir à tous. Je suis Marc-André Kamel. Je suis associé chez Bain & Compagnie et je suis basé à Paris et je dirige notre business unit retail et luxe globalement. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous ce soir à l'invitation d'Alain. Pour parler en fait d'un sujet qui nous passionne chez Bain, c'est l'évolution du marché du luxe. Et cette année, en fait, ce moment précis de l'histoire est un moment très particulier puisque les marques de luxe, bien avant de nombreux autres secteurs, les marques de luxe ont ressenti les premiers grondements de la crise du Covid lorsque il s'est répandu en Chine au tout début de l'année 2020, fin 2019, début 2020. Et la Chine, c'était un pays dont les citoyens représentaient à l'époque 90% de la croissance du marché mondial du luxe pour 2019. 90% de la croissance était en Chine et la Chine était le premier pays frappé par le Covid. Et alors que les principaux marchés du luxe ont été touchés les uns après les autres en quelques semaines, les marques ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour protéger d'abord le bien-être de leurs employés et de leurs consommateurs, par la fermeture de magasins, par d'autres mesures qu'elles ont prises. Elles ont également protégé leurs entreprises, les fondamentaux business des entreprises, en prenant quelques mesures pour assurer la viabilité à court terme et à moyen terme, notamment par une gestion stricte des coûts, par une gestion intelligente des stocks et par d'autres moyens. Mais au-delà de la crise de santé publique, la pandémie constitue une menace vraiment sérieuse pour le secteur parce que bon nombre des paramètres qui stimulent la croissance des ventes de luxe ont été gravement perturbés dans cette période de 12 mois qu'on a vécue et ils continueront de l'être pendant un certain temps. Et dans ce contexte, la plupart des entreprises de luxe sont passées de la gestion d'une réponse d'urgence au début de la crise à la planification de la phase d'après, la phase post-Covid. Et elles vont devoir adapter leurs propositions de valeur, leurs capacités, leur façon de travailler aux nouvelles réalités du marché. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on examine cela ensemble avec quelques faits et quelques détails supplémentaires. Je vais essayer d'être très rapide pour laisser la place à Jean-Noël, à Coralie et au débat qu'Alain va animer. Alors, d'abord, dans un marché total du luxe qui dépasse au total, toutes catégories confondues, qui dépasse les 1200 milliards de dollars de ventes au détail, les produits de luxe sont la catégorie vedette. Et c'est cette catégorie vedette que nous analysons depuis plus de 20 ans chez Bain. Notre quantification et nos projections de marché, comme le disait Alain, sont devenues en fait une référence année après année. Et ce qu'on appelle, nous, les produits de luxe personnels, ce sont les vêtements, les accessoires, c'est-à-dire la maroquinerie et les chaussures, la beauté et les cosmétiques, et enfin la joaillerie et les montres. Comme vous pouvez le constater sur ce graphe, le marché mondial des produits de luxe personnel n'a cessé de croître au cours des 30 dernières années à un rythme à peu près constant de l'ordre de 6% par an. Et ça, c'est entre 1996, qui est la première année où on a quantifié en fait le marché, et 2019, le marché atteignant en 2019 281 milliards d'euros de ventes au détail, encore une fois. Et franchement, si vous regardez à travers le monde de la consommation, il y a très très peu de marchés de consommation qui ont connu une croissance aussi dynamique et aussi soutenue dans la durée. Historiquement, le marché du luxe était perçu comme assez résilient. Et pour mettre les choses en perspective, la plus grande turbulence que le marché ait jamais traversée dans cette période de 25 ans, ça a été une baisse de 7 à 8% pendant la grande crise financière de 2009. Et comme vous pouvez le voir déjà en 2010 sur ce graphe, le marché s'était plus que rétabli et avait commencé une nouvelle phase de croissance rapide. Mais le virus a tout changé. Comme on peut le voir maintenant ici, la pandémie a induit une contraction très sévère et sans précédent du marché. Et nous estimons, les chiffres définitifs ne sont pas encore sortis, mais nous estimons dans nos bases de données qu'à la fin de 2020, les ventes au détail auront chuté de 20 à 35% par rapport à 2019. Alors pourquoi ces chiffres et pourquoi cette fourchette large ?
D'abord, le premier trimestre a enregistré une baisse de 25% par rapport à 2019. Ça, ce sont des faits établis. Le deuxième trimestre a été le trimestre le plus dur de l'année et on pense que la chute a été de l'ordre de 50%. Pardon, j'ai un petit problème avec mes slides, de l'ordre de 50 à 60% en raison des fermetures de magasins dans la plupart des régions du monde, des voyages internationaux qui ont été gelés, le tourisme intra-régional qui a été totalement arrêté. Et en fait, pour la deuxième moitié de l'année, c'est la deuxième moitié sur laquelle on a encore des estimations et pas des chiffres définitifs, nous avons deux scénarios possibles. Il y avait un scénario le plus positif qui montrait juste une baisse de 10% par rapport à 2019. Ça supposait un rebond local très fort, un boost en Chine et en Asie en particulier, un redémarrage du tourisme, des premiers signaux positifs des voyages internationaux. Mais c'est peut-être un scénario trop positif. Et l'autre partie de la fourchette, en fait, le deuxième scénario, nous, on voyait une baisse de 20 à 25%. Donc, on est entre moins 10 et moins 20 à 25% par rapport à 2019 pour la deuxième moitié de l'année. Avec ça, c'est une contraction de 20 à 35% selon les scénarios. Nous, on estime qu'on sera plutôt de l'ordre de 23 à 25%. Voilà. Maintenant, tout n'est pas très noir. Nous, chez Bain, on aime regarder les fondamentaux à long terme de l'industrie. Et nous sommes assez convaincus que, en fait, nous attendons à ce que le marché se redresse et se redresse rapidement. Et nous restons vraiment optimistes sur les fondamentaux à long terme. Maintenant, ça va prendre du temps. Et le retour au niveau de pré-Covid, pré-2019, ne se produira probablement pas avant 2022 à 2023. Et là encore, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Nous, on pense chez Bain que ça dépendra des tendances macroéconomiques. Combien de temps durera la récession? La plupart de nos économies sont en récession. La Chine a annoncé il y a quelques jours sa croissance économique et la croissance est évidemment positive, c'était de plus de 2,3%, je crois. C'est le chiffre le plus bas des 30 dernières années en Chine. En Chine, on pense que quand on croit à moins de 6%, on est en récession d'une certaine façon. Et les chiffres de nos économies européennes ne sont pas très glorieux. Donc, la question, c'est combien de temps durera la récession économique, quelle sera sa profondeur et à quelle vitesse le rebond économique se produira-t-il. Deuxième question, c'est la confiance des consommateurs. C'est assez lié aux tendances macroéconomiques, mais c'est aussi lié en fait à un certain nombre d'éléments patrimoniaux. Il y a les flux touristiques, à quelle vitesse les touristes reviendront, les avions reviendront, et est-ce qu'on retrouvera une forme de normalité dans le tourisme. Et enfin, ça sera lié aussi à la capacité des marques de luxe à concevoir et à mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour s'adapter à un environnement différent et anticiper ou satisfaire des besoins de leurs clients qui auront pas mal changé. Bien sûr, la vitesse et l'ampleur de la reprise varieront selon la région, selon la nationalité des clients, mais nous prévoyons que le marché des produits de luxe personnels rebondira et atteindra entre 320-330 milliards d'euros en 2025, c'est-à-dire même 330-370 millions en 2025, avec une croissance d'environ 2 à 3% par rapport à 2010. Mais le marché va changer. Le marché qu'on aura en 2025, il sera différent significativement sur plusieurs dimensions du marché qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. D'abord, il va changer en termes de nationalité des consommateurs. La reprise va être portée par les consommateurs chinois. Les ventes au détail aux consommateurs chinois partout dans le monde va représenter à peu près la moitié de l'ensemble des ventes de luxe dans le monde en 2025. En 2019, c'était à peu près un tiers. En 2025, ça sera à peu près la moitié du marché. Donc ça, c'est les ventes aux consommateurs chinois, quelle que soit la géographie où se passent les ventes. Ensuite, il y a un aspect géographique, régional. Ce qu'on voit, en fait, c'est que la Chine, en tant que marché géographique, non pas en tant que nationalité de consommateur, mais marché géographique, va devancer pour la première fois les pays occidentaux. On pense qu'en 2025, la Chine va représenter entre 26 et 28% du marché total, enfin des ventes totales, et va dépasser les Amériques, et en particulier les États-Unis, qui ne représenteront que 22 à 24%, comme l'Europe, qui représentera aussi entre 22 et 24% du total. C'est un changement assez considérable, parce que jusqu'à aujourd'hui, le marché géographique chinois ne représentait que 11 à 12% de l'ensemble des ventes.
l'essentiel des ventes qui se faisaient aux Chinois se passait à l'extérieur de la Chine, avec tout un tas d'implications à la fois commerciales, mais aussi sur l'offre des marques de luxe. Et donc, ce changement, ce rapatriement en fait, des ventes aux consommateurs chinois en Chine va avoir un certain nombre de conséquences. La troisième dimension de changement, c'est la dimension générationnelle. En 2025, à peu près 65 à 70% de l'ensemble des ventes vont être faites pour les générations Y et Z, les millénials en fait. Ces générations de consommateurs plus jeunes que les consommateurs historiques des 20 dernières années dans le marché du luxe. Et des consommateurs, c'est intéressant uniquement parce que ces consommateurs ont des attentes différentes qui sont calibrées par rapport à d'autres secteurs que le seul secteur du luxe. Les attentes d'expérience, les attentes de services qui sont dictées par d'autres segments et d'autres secteurs que le luxe. Et enfin, il y a la dimension du canal. Alors, on parle depuis des années de la croissance du marché de l'e-commerce en fait dans le luxe. Moi, je me souviens encore qu'il y a 10 ans, quand j'osais mentionner en fait la croissance des ventes en ligne, il y a un certain nombre d'équipes de dirigeants de marques de luxe, c'était un peu Vadérétro Satanas. Je disais n'importe quoi, je n'avais pas compris que l'e-commerce c'était du discount, c'était pas du luxe, etc. Et en fait, je pense qu'en 10 ans, les mentalités ont changé. Heureusement, les marques de luxe ont compris en fait qu'elles devaient comprendre les attentes des clients, qu'elles devaient s'ouvrir au digital et en fait qu'elles devaient non pas simplement vendre en ligne, mais avoir une offre omnicanale, c'est-à-dire une offre qui soit tout à fait fluide, quel que soit le lieu de vente et le lieu de la transaction. Et nous, on pense chez Bain qu'en 2025, c'est plus de 30% des ventes qui vont se passer en ligne. Déjà, un certain nombre de catégories ne sont pas très très loin de ces 30% aujourd'hui, en 2020, mais c'est encore assez hétérogène selon les catégories des produits de luxe. Quand on prend un peu de recul par rapport à ces 4 dimensions, on se dit que ça équivaut finalement à un changement, une transformation assez radicale du paysage, et ça nécessitera sans doute une réinvention du luxe tel que nous le connaissons. Et ce n'est que dans 5 ans, même dans 4 ans, puisqu'on est déjà en 2021. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transformation qui sera nécessaire? Très rapidement, il y aura quatre dimensions à cette transformation. D'abord, ça commencera par une meilleure compréhension du consommateur. Les marques vont devoir s'adapter non seulement au rapatriement des dépenses chinoises en Chine, mais aussi à la réduction des dépenses touristiques en Amérique et en Europe, aux nouvelles destinations touristiques nationales et régionales. Il va y avoir un repositionnement nécessaire des actifs, que ce soit les magasins, que ce soit les forces de vente ou que ce soit les stocks de ces marques. Elles vont devoir aussi, les marques, s'adapter à adopter en fait une nouvelle position sur la diversité, sur l'inclusion et accepter de prendre pour elles-mêmes un certain nombre de valeurs nouvelles en fait dans ces nouvelles générations de consommateurs du luxe, des valeurs d'éthique, d'intimité, d'expérience, d'émotion, d'inclusivité. Elles vont devoir saisir aussi le pouvoir d'achat croissant et l'influence culturelle de nouvelles sous-cultures de consommateurs. Mais cette compréhension du consommateur va permettre aussi de faire évoluer ce qu'on appelle la proposition de valeur, c'est-à-dire l'offre globale des marques de luxe, avec 3 composantes, une composante de marque, une composante de produit et une composante de modèle commercial. Le rôle de la marque va évoluer. Ça va être un mélange d'éléments du luxe traditionnel, mais aussi un mélange de disruption, d'insurrection, si j'ose dire. Et ces marques vont devenir des fournisseurs d'excellence de produits et de services, mais aussi des amis pour se connecter émotionnellement avec les consommateurs et même des activistes pour répondre aux attentes éthiques du marché. Sur le produit, il est possible qu'on assiste à une réinvention complète du concept de collection. Le calendrier des produits saisonniers pourrait changer par rapport au calendrier historique de l'industrie. Et en fait, on devrait s'adapter aux besoins réels des consommateurs. La stratégie de tarification pourrait être différente pour augmenter la pertinence des prix avec le rapatriement des dépenses chinoises, l'optimisation des stocks, devrait lutter contre la surcharge, etc., etc. Et enfin, le modèle commercial devrait changer. Les marques vont devoir décider comment participer à la croissance des modèles émergents. Il y a tout un tas de modèles aujourd'hui de consommation qui ne sont plus le modèle de vente traditionnel. Il y a de la location,
il y a du peer-to-peer, des échanges entre consommateurs en direct, il y a du crowdsourcing. Et il va falloir que les marques décident si elles veulent et comment elles veulent participer à ces nouveaux modèles, ou alors elles prendront le risque en fait de voir une érosion de leur participation au marché et donc potentiellement une érosion de leur part de marché. Et puis, il va falloir atteindre le consommateur avec cette proposition. Et pour atteindre le consommateur, il va y avoir des changements de marketing et des changements de distribution. Dans le marketing, on risque de s'orienter vers des récits épisodiques, des territoires de conversation un peu élargis, et un engagement qui va se faire par un écosystème de points de contact qui sont en train de proliférer. On aura besoin de nouvelles capacités numériques pour ça, pour prendre en charge ce modèle de marketing qui est en évolution, et un contrôle plus strict du retour sur investissement, parce que les coûts d'acquisition des clients vont augmenter. Ça, c'est un des secrets les mieux gardés du digital, c'est qu'en fait, pour faire plus de digital, il faut de plus en plus dépenser d'argent et les coûts d'acquisition non faits pour toutes les catégories qui font du digital, la vente en ligne, on s'aperçoit que les coûts d'acquisition ne font qu'augmenter. Et donc ça, c'est quelque chose dont les marques vont devoir tenir compte. Et en matière de distribution, on va voir une transition accélérée vers cet e-commerce qui, dans les 5 ans, va prendre 30% du marché. Ça va poser une vraie question de rentabilité des magasins, des réseaux de magasins, et ça va pousser et forcer les marques à se reposer la question de tous les investissements physiques qu'elles sont en train de faire et potentiellement la restructuration, le redimensionnement de leur réseau, peut-être aussi la prise en compte d'autres modèles, des modèles de franchise à grande échelle, etc. Et enfin, il va y avoir des implications sur la chaîne d'approvisionnement, la supply chain, qui subit en ce moment de plus en plus d'innovations numériques, mais qui a aussi encore beaucoup de potentiel inexploité et qui va devoir, là aussi, connaître pas mal de changements. Les clients et les marques vont avoir des besoins de transparence, de traçabilité, de personnalisation des produits, de livraison plus rapide, plus fiable, de services omnicanal, c'est-à-dire qui mélangent le physique et le digital. Et la crise du Covid, d'ailleurs, a mis en lumière ce besoin d'une plus grande flexibilité dans la planification de la demande des consommateurs locaux. Et les marques les plus agiles sont celles qui ont réussi très, très vite à bouger des stocks au démarrage de la crise du Covid, donc la fin du premier trimestre de 2020, a commencé à prendre des stocks en Europe et aux États-Unis et les bouger par avion en Asie, en faisant le pari que la Chine serait le premier marché à réouvrir. Et pour celles qui l'ont fait, c'était un pari vraiment réussi. Donc voilà, c'est une feuille de route ambitieuse en fait, parce que cette transformation est complexe, elle agit sur 4 dimensions différentes et plein de sous-dimensions. Elle est potentiellement écrasante parce qu'elle demande un réoutillage complet du secteur. Ça sera dur pour les équipes dirigeantes, en partie parce que beaucoup seront encore entièrement absorbés par les tâches immédiates de gestion de crise. On n'est pas sorti encore du Covid, mais aussi parce que le monde post-Covid sera très différent et que les hauts dirigeants du luxe vont devoir gérer un niveau de changement et une vitesse de changement sans précédent. Alors, toutes les marques ne seront pas forcément en mesure d'accomplir cette transformation requise. Nous, on pense qu'il y aura quelques gagnants. Je vais aller très vite pour laisser la parole à mes camarades sur le panel. Mais juste un petit mot, nous, à notre sens, les gagnants sont ceux qui vont interpréter le mieux l'ère du temps, en fait, et qui vont en même temps rester cohérents avec leur ADN et leur héritage. Et ces champions du luxe du futur vont probablement avoir 6 slogans ou 6 obsessions. La première, ce sera l'obsession du client. Il ne s'agit pas de miser, ce n'est pas juste les mots de CRM, de communication qui sont des buzzwords qu'on utilise partout. C'est vraiment mettre en œuvre le principe qu'il faut inspirer la réflexion, la décision dans chacune des fonctions de l'entreprise en fonction de ce qui est bon pour le client. De mettre le client vraiment au centre de tout, comme un certain nombre d'autres entreprises en dehors du luxe le font maintenant déjà très, très bien. Et l'entreprise du futur aura cette mission audacieuse de défier le statu quo au nom des clients et d'atteindre une véritable intimité, de placer le client au centre de toutes ces décisions stratégiques. Mais il y aura aussi un besoin de créativité. Alors vous me direz, la créativité, c'est un facteur clé de succès du luxe depuis que l'industrie existe. Mais cette créativité doit s'étendre, elle doit devenir une compétence diffusée dans toute l'organisation, qui n'épargne aucune fonction ou aucun processus. L'entreprise du futur ne laissera plus de place au « c'est ainsi que nous avons toujours fait ». Ça, c'est fini et il va falloir vraiment se réinventer en permanence. Pour ça, il faut plus de flexibilité. J'en parlais tout à l'heure sur la chaîne d'approvisionnement.
sur les stocks, le besoin de bouger les choses de façon agile. Mais cette flexibilité doit s'étendre au mode de travail de toutes les fonctions, de toutes les équipes, pour avoir plus d'agilité, plus de rapidité. Là encore, on aura un penchant pour l'action et pour valoriser la première ligne et la compétence. Et on aura besoin de durabilité. Ce n'est pas simplement une initiative ou une priorité d'entreprise. Cette durabilité, c'est une vision partagée, ce changement, de bout en bout, tout au long du cycle de produit, tout au long de la chaîne de valeur. Et il ne faudra pas juste mesurer les résultats sur le court terme, mais aussi regarder des résultats durables sur le front de la responsabilité économique, environnementale et sociale. Il y aura aussi le numérique, le digital. Alors, on en parle depuis des années maintenant, mais la disruption est vraiment évidente aujourd'hui. Le plein potentiel est encore loin. On est encore au début, en fait, du changement numérique pour les entreprises de luxe. Et il doit s'étendre, là encore, à toutes les fonctions, à tous les processus d'entreprise et devenir un méta-catalyseur. Et pour ça, en fait, il faut valoriser le facteur humain et le capital humain, mais il faut aider et augmenter le capital humain avec un capital numérique. Et enfin, nous, chez Bain, on a la conviction que l'échelle va jouer un rôle très, très important dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que l'échelle apporte un certain pouvoir aux entreprises. Nous avons vu de grands groupes mieux performer en moyenne que les marques indépendantes pendant la crise. C'était vrai déjà pendant la crise de 2008 et 2009. On peut s'attendre, à notre sens, à plus de consolidation stratégique, à des opérations de fusion et acquisition, pas simplement au niveau des marques, mais tout au long de la chaîne de valeur. Ça peut être des fournisseurs, des ateliers artisanaux qui doivent se développer. On verra aussi la consolidation au niveau des détaillants. On voit aujourd'hui, malheureusement, à la fois aux États-Unis, mais aussi à travers l'Europe, un certain nombre de faillites de détaillants de luxe. Et on pense qu'on n'a pas fini encore de voir cette restructuration de l'élément final de la chaîne, mais il va y avoir certainement une refonte de l'empreinte de la distribution. Voilà, en conclusion, je dirais que on est dans une année vraiment, enfin, on a eu une année 2020 qui a été vraiment étrange et particulière. Le Covid a vraiment frappé le luxe, il a frappé durement et ce n'est malheureusement pas encore fini. Mais le luxe n'est pas mort, il est très très loin d'être mort, il va récupérer et il va prospérer à nouveau, c'est notre intime conviction. La crise a amplifié et a accéléré des tendances qui existaient déjà. Il n'y a rien de vraiment totalement nouveau dans le marché, mais cette crise, elle a déclenché une vague de transformation d'une ampleur qu'on n'a jamais vue jusqu'à aujourd'hui, jamais vue auparavant. Ça sera dur pour les marques, certaines n'y arriveront pas, mais il y en a beaucoup qui y arriveront, et celles qui y arriveront, les gagnants en fait, du luxe, vont continuer à profiter de la magie de cette industrie. Merci beaucoup. Merci Marc-André, merci pour ce panorama très complet et finalement d'espoir, si je puis dire. Merci beaucoup. Je voudrais donc passer la parole maintenant à Jean-Noël Capferrer. Jean-Noël, je pense que tu nous entends. Tu m'entends en tout cas? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien maintenant. Ton ordinateur est plus efficace sur le premier. Voilà, oui, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir deux ordinateurs sur soi. Voilà, donc je t'ai présenté tout à l'heure quand j'ai parlé du comité des sages. Donc tu es toujours le même, hein, donc tu es professeur émérite à HEC et tu as une grande expérience, une grande expertise et un grand renom dans le secteur du conseil stratégique pour les marques, notamment de luxe. Et donc on va t'écouter maintenant parler de, entre autres aussi, je pense, tu vas faire allusion à cela, la relocalisation dans cette période un peu compliquée où nous réfléchissons tous à ces problèmes. Merci beaucoup. Je salue au passage Audrey Azoulay. Est-ce que vous êtes à Boston? Ah, tu n'entends pas. On a quelqu'un là qui est à Boston qui se connecte. Tu vois. Très bien. Voilà. Vous pouvez répondre par le chat, Madame Azoulay, si vous voulez. Voilà. OK. Bon, merci Alain de m'avoir invité à participer à cette table ronde qui est sur la relocalisation. Et le paradoxe de ce sujet, c'est que quelque part, s'il y a bien un secteur qui est très peu concerné par la relocalisation, c'est le luxe. Parce que quand on me demande quelle est la différence entre le luxe et le non-luxe, et je dis le luxe, c'est l'inverse de ce que fait l'industrie. L'industrie, elle fait tout produire à l'étranger et elle rapatrie ça en Europe ou aux États-Unis. Et le luxe, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on vend aux Chinois ce qu'on fabrique chez nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils achètent du luxe, parce que si c'était pour acheter des produits qu'on fait fabriquer chez eux, ça s'appelle pas du luxe, ça s'appelle de la mode. Donc, je vais en fait parler assez peu de luxe, je parlerai à la fin, mais puisque la relocalisation, c'est quelque chose qui touche l'industrie et l'agriculture française d'ailleurs aussi,
je vais parler de secteurs autres que le luxe et je finirai par pourquoi le luxe a une position très, très particulière. Et j'ajouterai même que c'est la France en particulier, parce que si cette table ronde avait lieu en Italie ou en Grande-Bretagne, elle ne dirait sûrement pas la même chose. Les Anglais du luxe et les Italiens du luxe ne partagent pas complètement notre vision, nous Français, et ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a des concurrences entre visions dans le monde. Alors, il a été au début, il a été abordé la question de qu'il y a des études qui montrent qu'il y a un intérêt de la demande ou des consommateurs pour les entreprises et les marques qui relocalisent. Alors c'est vrai, là on ne parle plus de luxe. J'ai trouvé une étude de 2018 de l'IFOP où il y a 59% d'un échantillon de consommateurs qui disent regarder le pays de fabrication quand ils vont acheter un produit, mais ça ne veut pas dire qu'ils l'achètent en fonction du critère. Ils regardent. Ils regardent d'où ça vient, c'est fait où, est-ce que c'est fait au Vietnam, en Indonésie, au Maroc, etc. 74% disent être prêts à payer plus cher. Mais plus cher, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est 20%, 10%, 2%? C'est avant tout une motivation philanthropique qu'ils mettent en avant. Ils disent oui, ben c'est pour soutenir les entreprises qui se démènent en France. Donc, on voit que c'est pas forcément un intérêt personnel, sauf dans le domaine de la santé et de l'agriculture, où le fait d'acheter local donne l'impression qu'il y a moins de, comment dirais-je, de produits chimiques dans les tomates. Je ne vise personne. Et aussi, désormais, on voit la montée, 86%, qui dit « je regarde d'où vient le pays parce que je suis soucieux des normes sociales, c'est-à-dire de la façon dont les entreprises traitent les employés, et on sait qu'elles les traitent mieux ici qu'ailleurs. » Donc, effectivement, on a des dires qui, comment dirais-je, qui sont là. Bon. Enfin, comme vous le savez, attitude et comportement, il y a toujours un écart entre ce que les gens disent qu'ils vont voter et le vote effectif, il y a toujours une différence. Eh bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que les faits ne sont pas forcément à la hauteur des dires, mais c'est déjà bien qu'il y ait des dires. Là, l'échantillon était français. Hein. Je n'ai pas été interviewé des Anglais, ni des Italiens, ni des Américains, etc. Alors, une étude récente de l'IFOP en 2020 dit que 56% des interviewés disent « Il est difficile de trouver des produits fabriqués par les PME engagés dans le Made in France ». J'ai bien aimé le mot PME. Ça veut dire que même si on cherche, où est-ce qu'on trouve la réponse? Quelles sont les PME qui doivent être aidées, soutenues, parce qu'elles ont une démarche, pas forcément de relocalisation, mais en tout cas de ne jamais délocaliser. Et ça veut dire qu'il y a une partie du problème de la relocalisation ou de la non-délocalisation, c'est-à-dire la vertu qui consiste à continuer à produire en France, qui consiste à mettre cette information à la portée des consommateurs. Et on peut dire que les applications émergentes et les moteurs de recherche de type, comme on dit, curator, c'est-à-dire que sélectionnant, et si je prends List, par exemple, qui est un moteur de recherche très intéressant dans le domaine de la mode, si vous voulez trouver quelles sont les marques de produits de mode qui sont particulièrement bons élèves en matière de sustainability, de durabilité, etc., vous trouvez. Et vous trouvez en général des marques inconnues puisque elles sont récentes et elles n'ont pas la renommée qui fait le prestige de nos marques. Alors, pourquoi il y a un écart entre les dires et les faits? Là, c'est général, mais hein, il y a eu 4 réponses qui ont été faites. Premièrement, les gens aimeraient bien agir pour le bien public, mais à un moment donné, surtout en période de crise économique comme celle qu'on va avoir à la suite du Covid, et on ne fait que entrevoir le drame qui va être le nôtre, il va y avoir une contrainte de pouvoir d'achat. Je vous rappelle qu'une des chaînes qui fonctionne le mieux actuellement en France, c'est Lidl. Et c'est un hard discounter, qualitatif certes, mais ça reste un hard discounter. Et le hard discount, même s'il se fournit en quelques pains locaux, à un moment donné, doit trouver l'offre là où elle est la plus intéressante. Donc, on aimerait bien, mais est-ce qu'on a l'argent pour satisfaire ce désir? Après, il y a la question de la diversité. Il y a une diversité extraordinaire sur le plan mondial. Si on dit quelle est l'offre qui est spécifiquement française, il y a moins de diversité et c'est un facteur qui peut nuire à l'attractivité. Après, il y a le problème de l'information. Où est-ce que je trouve l'information? Et enfin, est-ce que j'y trouve un avantage personnel? Parce que la philanthropie, c'est bien, mais vous savez, rien de mieux que la personalanthropie, c'est-à-dire quand, par exemple, je reviens à l'agriculture, et l'agriculture est depuis longtemps en train de pousser le local, vous avez le sentiment que, premièrement,
c'est fait par des gens que vous connaissez. Deuxièmement, il n'y a pas trop de glyphosate. Troisièmement, c'est écolo. Quatrièmement, voilà, etc. Donc, cette notion de est-ce que j'y trouve un avantage personnel, c'est quand même très fondamental. C'est pour ça que le gouvernement pousse beaucoup la relocalisation de tout ce qui est avec des normes sanitaires importantes, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'agriculture. Si je fais un pont avec Imprimeluxe, je trouve ça intéressant parce que Imprimeluxe a comme client principal le secteur du luxe. Et le secteur du luxe, normalement, doit être un secteur exemplaire. D'ailleurs, s'il n'était pas exemplaire, il ne mériterait pas les marges qu'il fait, car les marges sont, de toute façon, une garantie d'être en avance en permanence sur ce qui va définir la qualité de demain, donc de pouvoir investir sur la qualité de demain. Et un des facteurs clés, c'est est-ce que tous mes fournisseurs sont à la hauteur de l'exemplarité que je veux, comment dirais-je, promouvoir quand je communique sur l'excellence qualitative du luxe. Et donc, la contrainte du pouvoir d'achat ne devrait pas être un obstacle à la transformation des attitudes favorables en achats favorables. La connaissance de l'offre, normalement, les acteurs du luxe vous connaissent. Donc, on peut dire que, a priori, la démarche de relocalisation ou non délocalisation devrait trouver un écho favorable dans un secteur chez qui l'exemplarité est l'argument principal de vente. Alors, je vais changer un peu de perspective en disant qu'il ne faut pas croire au Père Noël, tous les secteurs ne vont pas relocaliser. Et je vais en prendre deux. Dans lesquels la délocalisation a été un facteur clé de leur modèle économique et je ne les vois pas changer d'ailleurs. Le premier, c'est la mode. Alors, je ne parle pas du luxe, hein, je parle de la mode. D'ailleurs, on voit qu'il y a de très grandes marques de mode qui sont actuellement sur le tapis. La mode est une industrie où on vend quoi? On vend quelque chose de très éphémère qui s'appelle être à la mode. Alors, être à la mode, ça marche en avant-saison, en début de saison, puis vers la fin de saison, on commence à être en train de penser à la saison suivante. Et donc, la mode, le secteur de la mode, a toujours été, comment dirais-je, obsédé par ce problème de comment tenir les prix quand on vend quelque chose d'aussi obsolète que rester à la mode dans la mesure où la mode ne cesse de se d'autodétruire, c'est-à-dire de ne plus être à la mode. Alors, comment on fait? On fait des marges qui permettent effectivement de faire face à des réductions de prix de 50% dans des magasins, usines ou dans des sites, comment dirais-je, de bradage de fin de saison. Et pour pouvoir faire ces marges, il faut faire fabriquer là où c'est le moins cher possible. Donc, à partir du moment où on a une incapacité à tenir les prix, il faut pouvoir faire des marges, même avec des prix bradés, etc. Et il y a une exception, c'est Zara. Vous savez que Zara a contourné le problème par un système de clustering, de grappage de petites PME pas très loin, permettant en fait de produire des petites quantités. Or, le problème de la mode, c'est que comme elle a beaucoup délégué à la Chine le soin de faire les vêtements, je parle de C&A, je parle de ProMode, je parle de toutes ces très grandes enseignes massives qui font le business, hein, je ne parle pas du luxe, eh bien, il y a de la surproduction, et comme il y a de la surproduction, vous voyez, c'est un facteur qui nuit aussi à la rentabilité. Voilà. Alors, je dis attention tout de suite, exception faite de la mode luxe ou du fashion luxury fashion, si vous voulez, où là, comme le prix de revient est à peu près du 10e du prix de vente final, on peut dire que le prix de revient n'est pas le facteur clé et l'obligation de produire à l'étranger n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est même un facteur qu'on pourrait appeler rédhibitoire. Si quelqu'un me dit « je suis une marque de luxe et je fabrique en Tunisie », c'est donc, j'adore la Tunisie et elle a besoin d'être soutenue. Je vais vous dire, eh bien là, on peut dire, êtes-vous une marque de luxe si vous produisez en Tunisie? Alors, je ne parle pas, bien entendu, du cas où les savoir-faire ont disparu de France et où toutes les marques, comment dirais-je, de montres françaises sont faites en Suisse, puisque depuis, comment dirais-je, l'histoire ancienne où on a poursuivi les protestants, ils ont effectivement franchi la frontière et allé se réfugier en Suisse. Bon. Récemment, je regardais un pullover de Martin Margiela et je voyais qu'il était fait en Roumanie et je demandais mais pourquoi est-ce qu'il est fait en Roumanie? Et on m'a répondu parce qu'on ne sait plus faire ce genre de produit en Italie. Donc, il y a quand même aussi des facteurs objectifs qui va être difficile de faire marche arrière. S'il n'y a plus de savoir-faire dans certains pays, il va falloir recréer des savoir-faire. Je sais que des maisons comme Hermès ou Chanel
créer des écoles, mais il y a un facteur objectif quand même à un moment donné à prendre en compte. Un autre secteur qui, à mon avis, ne va pas relocaliser du tout, c'est l'automobile, parce que l'automobile, elle a grandi en rapprochant les sites de production des sites de consommation. C'est-à-dire que pourquoi Volkswagen est numéro 1 en Chine? Parce qu'il produit en Chine. Pourquoi Peugeot et Citroën sont tout petits en Chine? Parce qu'ils ne produisent pas en Chine. Bah oui, enfin, il y a une joint venture avec Fosun, mais et Audi est la marque chinoise, enfin la marque de luxe la plus connue et la plus distribuée en Chine, parce que Audi faisant partie du groupe Volkswagen, effectivement, ils avaient une usine en Chine, donc le Parti communiste autorisait l'achat des Audi, etc. Il faut bien voir une chose, c'est que le contraire de la relocalisation, si on relocalise l'automobile, il va falloir accepter plus d'immigration. Il y a un lien très très fort entre crise économique dans les pays émergents et immigration. Donc, par exemple, Renault, comme vous le savez, a ouvert récemment une usine extrêmement performante au Maroc, Renault-Nissan, je veux dire, et cette usine qui est très très décarbonée, qui est en avance sur énormément de plans, elle va produire les best-sellers de Dacia, et les best-sellers de Dacia, qui est aussi le best-seller de, comment dirais-je, de Renault. Bon, imaginez qu'on ferme, il y a 4000 personnes sur le carreau qui vont venir, qui vont dire, je sais faire des voitures. Voilà. Donc, il faut bien voir qu'au niveau de la politique, il y a d'un côté, il faut recréer de l'emploi par la relocalisation, si c'est possible, et donc ça conduirait à fermer une partie des usines que l'on a éventuellement ouvertes dans des pays qui avaient besoin de créer de l'emploi. Donc, quelque part, il va y avoir un échange de bons procédés. Alors là encore, le luxe est à part, parce que Ferrari est à Modène, Lamborghini à Bologne, Rolls-Royce et Bentley, bien que possédés par Volkswagen et BMW, sont restés en Grande-Bretagne, et la Mini, même la Mini, dont les marges sont des marges luxueuses, est restée en Grande-Bretagne, alors que tout BMW pensait qu'il fallait la rapatrier en Allemagne. Oui, mais ils ont pris la bonne décision. C'est quand on veut être une marque qui suit une stratégie de luxe, eh bien, il faut, comment dirais-je, valoriser tout ce qui vous rend incomparable. Et il y a beaucoup de voitures fabriquées en Allemagne, il y en a très peu en Grande-Bretagne. Or, la Grande-Bretagne, c'est une marque. Brand UK. Voilà. Alors, donc, quand je vous ai dit quels étaient les secteurs qui, à mon avis, n'allaient pas relocaliser, sauf dans le très très haut de gamme, mais le très haut de gamme, ils ne sont jamais partis de toute façon. Voilà. Bon. Il n'y aurait pas l'idée de faire une Alpine fabriquée au Vietnam. Voilà. Au contraire. Bon, et DS, alors DS est un cas un peu à part, puisque comme DS est une joint venture avec des Chinois, ils ont demandé eux-mêmes à ce que certains produits soient fabriqués sur place. Et donc DS est un cas rarissime d'une automobile de luxe dont certains modèles, en réalité, viennent déjà de Chine, alors que DS a été fait largement pour le marché asiatique, puisque c'est là que, comme l'a très bien montré Marc-André, la croissance de demain va se faire. Quels sont les secteurs qui, en priorité, se posent des questions ou ont une opportunité de relocalisation? Alors là, je suis tombé, Marc-André, je suis désolé, ce n'est pas une étude de Bain, c'est une étude de PricewaterhouseCoopers, qui a identifié 113 catégories, ce n'est pas des secteurs, c'est des catégories dans lesquelles, effectivement, il y avait des opportunités de relocalisation. Et alors, ils sont partis des importations. Ils ont pris la France, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on importe énormément? Et pourquoi on importe ça vraiment de façon considérable? Alors, est-ce que vraiment on n'a personne pour le faire en France, ou bien, en réalité, on a laissé filer? Et on serait parfois surpris, hein, il y a des secteurs dans lesquels on pense être un exportateur net, et bien non, on est importateur net, on n'est plus exportateur net. Alors, la deuxième chose qu'ils ont fait, donc c'est premièrement, ils ont repéré toutes les sources d'importation, et ils ont ensuite fait un travail très qualitatif d'identification de là où la dépendance de l'étranger fait courir un risque à l'entreprise, voire à la nation. Alors, à la nation, on l'a vu, c'est avec les masques. Faut se souvenir qu'avant le Covid, on était capable de produire 3 millions de masques, je crois, par semaine, et qu'on en avait besoin de 20. Bon. Donc là, on s'est dit qu'il y a un problème quelque part, c'est un produit qui peut se révéler stratégique. Maintenant, on le saura, mais voilà. Et là, il est stratégique pour la nation. Les cas où c'est stratégique pour l'entreprise uniquement, c'est ceux où la chaîne de valeur mondialisée est à concentration exagérée, c'est-à-dire que 99%. Alors, contrairement à tous les principes qu'on enseigne dans les écoles de management, ce qui prouve qu'on enseigne parfois en vain, eh bien, c'est qu'on a un fournisseur dominant dont on dépend pratiquement totalement, et effectivement, qui est capable de casser les prix de façon remarquable.
C'est le cas, par exemple, des fournisseurs de produits génériques. On a cité le fameux Doliprane, qui n'est pas un produit générique, mais qui est à un prix tellement incroyable qu'on se demande comment on fait. S'il y a un fournisseur mondial qui permet de casser les prix du paracétamol, puisque c'est du paracétamol, le jour où on a une crise de logistique avec plus d'avions, plus de trains, plus de bateaux, effectivement, il y a un léger problème pour ceux qui ont mal à la tête dans notre pays. Rupture des approvisionnements, voilà. Et à partir de ce travail d'entonnoir, PwC est arrivé à 113 catégories. Alors, ce n'est pas des secteurs, c'est des catégories de produits dans lesquelles il dit, voilà, en fait, là, il y a une capacité et même une nécessité de remonter, comment dirais-je, de recréer des capacités de production dans notre pays. Alors, il y a des opportunités à la relocalisation. Ces opportunités, elles sont importantes parce que, d'une certaine façon, elles disent que c'est le moment. La première, c'est que les salaires, nous n'oublions pas, montent aussi dans les pays où on a délocalisé la production. Toutes les personnes dans la salle, enfin, c'est pas une salle en réalité parce que chacun est dans son bureau, toutes les personnes qui sont en face de moi, une centaine, savent bien que quand on va en Chine, les salaires, comment dirais-je, varient en fonction de la proximité de la côte. Et au fur et à mesure que l'on délocalise les usines vers le centre, effectivement, on retrouve des salaires bas qui expliquent pourquoi on a délocalisé là-bas dans des méga usines qui produisent en quantité considérable. Or, il se trouve que les salaires en Chine montent. Et ils vont aussi monter au Vietnam, ils vont aussi monter en Thaïlande, etc. Bon. Deuxièmement, les coûts de transport sont en train de monter eux aussi. Les méga-usines montrent leurs limites avec des problèmes de production en quantité. Les quantités minimales pour produire sont gigantesques, donc ça crée du surstock. Et maintenant, le surstock, ça crée des invendus. Les invendus créent des problèmes de bradage de fin de saison, etc. On va de plus en plus vers la personnalisation, la customisation de l'offre. Donc, on peut se dire, est-ce que le fait de rapprocher la production du consommateur n'est pas la réponse à la personnalisation et la customisation? Il y a un autre facteur qui va permettre de relocaliser, mais malheureusement, il n'est pas très bon pour l'emploi, c'est la robotisation. La robotisation, l'automatisation, quand on voit des usines, quand on examine maintenant les usines de demain, elles ne ressembleront pas du tout à celles qu'a dépeint Zola. Donc, il y a une notion de robotisation, de productivité, et c'est vrai que c'est là, l'impact sur l'emploi n'est pas celui qu'on attend. Et le dernier, c'est important, c'est la demande montante de transparence écologique. Et là, je crois qu'on en a parlé avant même que nous prenions la parole, tous les trois. La transparence écologique, jusqu'à présent, c'était un vœu pieux, c'est-à-dire on aimerait bien trouver les marques écologiques, mais où sont-elles, quelles sont-elles, on ne les voit pas, etc. Avec toutes les applications, avec les moteurs de recherche, etc., désormais, les acheteurs peuvent être informés. Donc, ce qui était jusqu'à présent un sacrifice personnel au nom d'une cause va pouvoir être un sacrifice personnel présenté comme un argument de vente à des gens qui vont vous trouver. Et ça, cette transparence écologique, elle va rencontrer effectivement l'Internet comme facteur de diffusion, et c'est tout à fait nouveau, c'est tout à fait fondamental. Alors, je vois le temps passer. Oui, j'aimerais aborder en dernier élément de mon intervention une réflexion personnelle que j'ai sur le luxe à la française. Je vous ai dit que probablement cette discussion, si elle avait lieu en Italie ou à Londres, peut-être à Francfort, n'aurait pas la même teneur. Je me suis souvent posé la question pourquoi nous, les Français, nous adorons le made in. C'est fait ici, made in. On est des obsédés du made in. Et je peux vous dire que Apple, par exemple, n'est pas un obsédé du made in. Apple n'a jamais. Sous Trump, effectivement, et vu les conditions de la relation entre la Chine et les États-Unis, il y a sûrement des réflexions sur est-ce qu'il faut tout faire en Chine, etc. Ou en Corée. Mais Apple est avant tout une marque américaine. Donc, c'est brand USA. Et je crois qu'il est important de se rappeler que le made in et ce qu'on appelle nation branding en anglais, c'est-à-dire la marque nation, c'est des choses liées, mais qui ne sont pas la même chose. La marque nation,
C'est-à-dire, Apple, c'est une marque américaine qui symbolise les États-Unis. Ça ne veut pas dire que c'est fabriqué aux États-Unis. Alors, c'est conçu, designé, pensé. Les pères fondateurs, les deux Steve, sont nés là-bas, ils sont même morts là-bas. Donc, quelque part, si vous voulez, on va dire que religieusement, la religion Apple est partie de Californie. OK. Oui, mais d'une certaine façon, les différentes étapes de la création de valeur n'y sont pas. Bon. Deuxièmement, quand on discute avec les gens de Burberry, les gens de Burberry en Grande-Bretagne, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de Made in Great Britain, l'alpha et l'oméga de la marque Burberry. Alors, on va pas dire, ah, Burberry, c'est pas du luxe, etc. Je vais vous dire, vu les niveaux de prix, je pense que c'en est, et les acheteurs considèrent que Burberry, c'est du luxe. En dehors du trench coat, qui lui est religieusement encore fabriqué là-bas, Burberry dit, je suis une marque mondiale d'origine britannique, la religion, c'est la britannicité. Maintenant, où on est fabriqué, ça, c'est de l'optimisation, etc. Même Moncler, qui est une des marques les plus extraordinaires que on devrait parler beaucoup plus de Moncler, c'est une marque d'origine française. Je ne sais pas ce qui est encore fabriqué en France, peut-être certains produits très, très niches pour les alpinistes, mais l'essentiel est en Italie et dans les pays de l'Est, en Hongrie. Bon, ça ne les gêne pas trop. Moncler est une marque qui réussit, ses taux de rentabilité sont exceptionnels. Et elle est désormais, fait partie désormais des top 10 des marques de luxe mondiales. Donc, on voit bien que dans le monde du luxe sur le plan mondial, tout le monde n'est pas obsédé par le Made in. En revanche, tout le monde est obsédé par l'idée d'avoir un ancrage national. L'Italie vend l'italianité. Prada, par exemple, les gens de Prada ont un jour une phrase très intéressante. Ils disent ce qui compte, c'est Made in Prada. Et c'est pas forcément Made in Italy. Bon. Zegna fabrique pas mal en Chine. Et il dit, mais Zegna, ce que je vends, c'est la beauté et le charme du séducteur italien. Bon, et donc, l'Italie est dans Zegna, mais Zegna n'est pas forcément dans l'Italie. Donc, on voit bien que nous, les Français, nous avons une position un peu à part. Et je me suis demandé à quoi ça tenait. Et je vais vous faire deux hypothèses, et puis j'arrêterai, puisque Coralie doit trépigner d'impatience et se demander quand je vais arrêter. Alors, j'ai deux hypothèses à vous proposer. La première, c'est que nous avons je dirais, un inconscient très agricole. Et le vin, par exemple, le marketing du vin, mondialement, nous sommes les champions de l'appellation locale, l'appellation contrôlée. C'est-à-dire, ce qui est fait ici est meilleur que ce qui est fait à côté. Pourquoi? Parce que c'est ici et que ici, c'est différent de à côté. Voilà. Donc, la marque mondiale de luxe la plus connue, c'est Champagne. Eh bien, Champagne, c'est parce que c'est fait en Champagne. Et si c'est fait de l'autre côté de la frontière, ça s'appelle sect, S-E-K-T, et c'est pas du champagne, donc vous ne pouvez pas, je dirais, invoquer les mêmes imaginaires, etc., etc. Nous aimons ce côté enracinement local. Et l'enracinement local, il a un gros avantage stratégique, c'est qu'il permet de créer un monopole géographique. C'est-à-dire, vous voulez vous appeler Cognac, vous ne pouvez pas, parce que vous n'êtes pas dans la région de Cognac, et même si sur le plan organoleptique, tout se ressemble, avec le brandy, etc., on a créé les conditions d'un monopole du cerveau. C'est quand même fantastique. Et on tient à ce monopole, et d'ailleurs, il faut le garder. Il faut le garder parce qu'effectivement, par rapport à une contrefaçon, moi, quand on m'arrête à Macao en me disant « Est-ce que vous voulez une fausse Rolex ?» je dis « Non, je préfère les vraies, elles sont faites en Suisse. » Voilà. Et voilà, donc en réalité, il faut s'accrocher comme des fous à ce côté fait là. Et pour moi, la grande différence du luxe à la française et des luxes à d'autres façons. Alors, je ne parle pas des États-Unis, où je ne sais pas ce qui est encore fait aux États-Unis chez Ralph Lauren. Mais Ralph Lauren, c'est la marque américaine. Donc, à la limite, ils disent le problème du Made in, c'est un problème d'optimisation managérielle. Nous, ce qu'on travaille, c'est la brand. Alors que nous, aujourd'hui, on est sur le Made in. C'est fait où ce truc? Et la deuxième hypothèse que je voudrais vous soumettre sur pourquoi nous aimons tant le Made in, nous, en tant que marque de luxe française, c'est parce que les marques de luxe françaises les plus performantes sont celles qui ont intégré le plus la production en amont. Et c'est plus facile d'intégrer la production en amont quand on est sur place que quand on a des fermes en Floride, en Afrique du Sud ou ailleurs. Je parle des fermes d'animaux exotiques. Donc, quelque part, l'intégration verticale, elle conduit d'une certaine façon à vouloir assurer l'extrême qualitative, l'extrême qualité de la production, et ça conduit à localiser la production pour pouvoir être sûr que personne d'autre que nous peut dire l'excellence, c'est nous. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu long, mais je voulais partager mes différentes hypothèses avec vous. Merci Jean-Noël pour cette brillante exposé. On retiendra qu'effectivement, il faut garder le monopole du cerveau.
Et sur cette conclusion, je voudrais demander à Coralie, merci d'avoir été patiente Coralie, parce que tu as beaucoup de choses à nous dire également sur ton expérience au sein du groupe Cartier que tu as dirigé pour toute la division France, et maintenant dans tes activités de start-upeuse et d'investisseuse et de business angel et de consultante. Comment tu vois les problématiques de relocalisation, de création française, de la valeur par rapport au lieu de production et de création sont des problématiques que tu abordes tous les jours dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ta vision des choses? Déjà, merci beaucoup Alain pour ton invitation et ravi d'être avec vous sur ce sujet capital. J'ai envie de rebondir en fait en tirant les fils des deux derniers sujets que Jean-Noël nous a présentés. Je dirais que, alors venant de chez Cartier, qui est quand même l'ultra luxe, et c'est vrai que les maisons françaises, que ce soit Dior, Vuitton, Cartier ou les joailliers, sont quand même, contrairement à de Burberry ou des Moncler, des maisons de l'ultra luxe. En effet, je pense que le Made in est clé. Et il est clé parce qu'en fait, la volonté véritablement de ces maisons-là est de parler de la culture à la française, du style français. Et en effet, très en amont, le style français, c'est quoi? C'est du dessin, du laboratoire jusqu'à la manufacture. C'est toutes les mains qui travaillent autour des produits, qu'elles soient les dessinateurs, qu'elles soient les laboratoires, qu'elles soient dans les ateliers de joaillerie. Toutes ces mains, en fait, participent à la création et au savoir-faire et à la finition et à l'excellence à la française. C'est clé. Moi, j'ai travaillé des années en marketing, développement produit, et c'est parce que je rentrais dans les ateliers de joaillerie, je rentrais dans les ateliers de maroquinerie, qu'on apprend et qu'on sait au mieux, voilà, créer les produits les plus exceptionnels. Donc vraiment, en effet, ce cerveau, il existe selon moi sur tous les crafts, et il est très important que l'ensemble de ces savoir-faire reste français. Et je ne vous cacherai pas qu'en tant que patronne de quartier en France, mes grands clients de haute joaillerie étaient émerveillés de monter à l'étage dans les ateliers de haute joaillerie et de pouvoir y rencontrer les dessinateurs, les joailliers eux-mêmes qui s'occupent de leurs joyaux du début jusqu'à la fin. Donc, c'est quand même eux qui mettent en 3 dimensions et qui rendent toute la flexibilité des bijoux, et le lapidaire qui aussi met en valeur la pierre qu'ils auront soit apportée, soit choisie. Donc, c'est une expérience absolument incroyable. Ce Made in est clé. À un moment, j'étais patronne des lunettes. On avait fait un test entre même le Made in Italie et le Made in France. Cartier avait ses manufactures internes de lunettes en France avec des acétates incroyables. Et en fait, les clients valorisaient même plus le Made in France que le Made in Italie. L'Italie étant un peu amalgamée avec les Luxottica et Safilo, qui sont un petit peu plus masses et un petit peu moins qualitatifs. Alors, je pense qu'il y a quand même quelques challenges, comme le disait Marc-André et Jean-Noël. C'est vrai que le consommateur veut beaucoup de transparence aujourd'hui. Les études de Bain disent que 80% des consommateurs veulent de la transparence sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et pour moi, c'est ça qui est clé, c'est qu'au-delà du Made in, se pose aujourd'hui la question du positionnement des maisons sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et le premier maillon, ce sont les matériaux. Et en fait, l'ensemble des maisons, à la fois, travaillent sur l'approvisionnement de leurs matériaux. Les matériaux sont-ils éco-conçus, ou l'ensemble des créations sont-elles éco-conçues? Les matériaux protègent-ils l'environnement? Proviennent-ils voilà, de pays où les conditions de travail sont bonnes? C'est vrai qu'en joaillerie, se pose quand même toute la question des matières précieuses, que ce soit l'or ou les pierres précieuses. Il y a quand même beaucoup de sujets. On ne peut pas aujourd'hui dire que la traçabilité et la transparence au niveau du parcours du diamant de mine soit exceptionnelle. Et donc voilà, donc c'est sur ça qu'ils vont travailler, que les LVMH, les Kering, les Richemont, tous travaillent sur maintenant des blockchains permettant de donner aux consommateurs la vision de l'ensemble du parcours du produit du début jusqu'à la fin. Et pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. Un enjeu un peu plus minime lié au craft et celui des savoir-faire quand même, dans le plus exceptionnel. Vous l'avez dit, Jean-Noël, en fait, à la fois, il y a des savoir-faire qui se perdent encore aujourd'hui. C'est vrai que toutes les grandes maisons créent leurs propres écoles. Cartier a aussi créé, on manquait de joailliers, donc Cartier a créé une école de joaillerie il n'y a pas si longtemps.
Et moi, j'ai même le souvenir, Chanel a racheté même pour qu'il ne s'éteignent pas des grands artisanats d'art comme les plumassiers, les Le Sage, les Le Marié, des brodeurs et des plumassiers. Chez Cartier, j'ai souvenir en développement produit, je travaillais sur un vanity case extraordinaire en or et lac. Et bien, il n'y avait plus personne qui savait marteler l'or, comme il faut le faire pour déposer la laque ensuite, pour qu'il n'y ait aucun défaut sur l'or. Mais marteler un vanity case, qui est quand même une grosse surface d'or, nous n'avions plus la capacité de reproduire ces vanity cases d'antan au XXe siècle. Donc, il y a vraiment des savoir-faire qu'on doit continuer à alimenter. Il faut continuer à avoir des joailliers qui savent faire l'ensemble des différentes travailler l'ensemble des savoir-faire, comme même manière en maroquinerie, de la même manière en mode et en haute couture. Et alors, juste pour challenger, comme en effet, après Cartier, j'ai décidé d'aller voir les marques innovantes qui challengent justement avec des business models complètement différents, qui challengent justement ces grandes maisons. Il est intéressant quand même de voir aujourd'hui naître des maisons, alors pas forcément luxe, mais en tout cas les fameuses DNVB, les Digitally Native Vertical Brands, les Direct-to-Consumer Brands, qui se veulent complètement digital native, mais maintenant sustainably native, pour répondre aux besoins du consommateur. En cosmétique, beaucoup. J'ai investi, par exemple, dans une société qui s'appelle La Beauté, pharmacienne PhD incroyable, qui a fait sa majeure HEC entrepreneur et qui, en fait, a posé le diagnostic tout à fait clair que l'industrie de la cosmétique produit trop de gâchis industriels, il y a trop d'intermédiaires, trop de transports, trop d'ingrédients, trop de références, trop de packaging. Et elle a complètement revu l'ensemble de la chaîne de valeur pour créer un circuit court. Elle a breveté des nouvelles cosmétiques faites sur mesure en laboratoire à froid en fonction du client. Et elle a revu l'ensemble de la chaîne de valeur pour des produits à la demande, faits sur mesure, fabriqués à Paris, clean et vegan, avec les packaging qu'il faut, l'ensemble du flux qu'il faut. Et c'est vrai que ces maisons, par exemple, cette maison de cosmétiques, elle challenge l'ensemble des L'Oréal, les grandes maisons et les branches même cosmétiques d'LVMH travaillent toutes sur comment relocaliser, retravailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur des produits de beauté. J'ai aussi investi dans une maison, pour terminer, une petite maison de joaillerie qui s'appelle Kimaï, qui propose un circuit court, puisqu'elles viennent de chez Anvers, filles de joaillier, filles de diamantaire. Mais comme elles représentent la nouvelle génération de millénials, elles ont 25-30 ans, elles ont de la production à la demande, mais avec de l'or recyclé et les fameux diamants de laboratoire, qui sont de vrais diamants, qui sauvent la planète. Vous savez qu'il y a même des diamants de laboratoire qui vont pousser en France grâce à l'innovation et à cette recherche du CNRS avec Alix Jiquel, qui a monté Diam Concept. Donc, vous pourrez même bientôt sourcer vos diamants en France. Donc, voilà. Donc, en fait, beaucoup de challenges, j'ai envie de dire. Les grandes maisons de luxe doivent vraiment se réinventer au-delà du made-in sur l'ensemble de leur chaîne de valeur parce que le client le demande. Aujourd'hui, ce n'est pas encore peut-être complètement clé dans l'acte d'achat, mais ça va le devenir, et même pour les Chinois, comme le dirait Marc-André, ils sont tellement clés. Je pense que même les Chinois vont bientôt y arriver. Et voilà. Et ces petites sociétés qui aujourd'hui challengent le secteur, les poussent, comme les consommateurs, à aller encore plus vite. Voilà ce que je peux voir aujourd'hui venant d'une maison de luxe et ayant investi dans quelques maisons qui concernent aussi le luxe. Merci Coralie, merci beaucoup pour ton témoignage extrêmement intéressant, parce que tu vas au cœur du sujet tous les jours dans ce que tu mènes avec beaucoup de générosité et de courage, investir sur des projets aussi intéressants et d'avenir. Alors, j'ai quelques questions qui sont venues par le chat. Je vais vous les livrer. Quelqu'un me dit, une personne me dit, d'où c'est très culturel en effet, n'étant pas française, j'observe et n'arrive toujours pas à comprendre cette obsession nationale du Made in France. Bien sûr, elle a donné ses avantages dans le champagne. Alors, est-ce que ça rejoint un petit peu ce que disait Jean-Noël tout à l'heure? Nous sommes obsédés par le Made in France, nous en France. Oui, alors, on est obsédés parce que ça paye. Parce que ça paye. Alors, voilà la réponse. Voilà. Mais non, mais attends, à un moment donné,
Je pense qu'il y a de la culture. D'abord, l'art, le luxe est une industrie culturelle. C'est pas, on vend pas des produits, on vend des vecteurs d'accès à un monde idéalisé. Bon, et tous les pays ne représentent pas un monde idéalisé. Il se trouve que France, historiquement, je ne parle pas de la France d'aujourd'hui, mais la France qui a été bâtie par nos ancêtres des siècles précédents, a bâti un monde idéalisé qui continue à exercer une très forte attractivité dans le monde entier. Voilà, auprès des élites. Bien. Donc, ce socle, il est considérable. J'adore l'Espagne, je vais régulièrement en Espagne. L'Espagne a un socle, comment dirais-je, en tant que marque Spain, qui est moins fort, sauf peut-être pour aller à la plage, etc. Mais sur le plan de la joaillerie, sur le plan du luxe, il fonctionne moins. Donc, reconnaissons que nous avons un capital de marque France qui est une chance inespérée. Bon, mais pour l'objectiver, on dit en plus que la culture, c'est pas un concept abstrait, c'est pas des applications sur Internet, c'est aussi des vrais gens qui travaillent suivant des rituels, des héritages, etc. Et nous objectivons fondamentalement ce monopole de la culture qui fait partie des barrières à l'entrée, hein, et qui fait partie de la source d'attractivité du luxe. Voilà. Mais reconnaissons, cette remarque est très très intéressante. Il y a des gens qui disent, j'ai pas besoin du made in, le brand USA suffit, le brand UK suffit, le brand San Francisco suffit. Et par exemple, en Chine, moi, je travaille avec des entreprises et ils disent Made in China ne m'intéresse pas, je mets Made in Shanghai. Et Shanghai est une ville-monde qui jouit d'une attractivité très intéressante et sur laquelle vont pouvoir s'adosser des startups. Monsieur, j'ai également une autre question qui dit, ou une remarque qui dit, le savoir-faire, c'est le maintien ou le rapatriement des compétences du passé, mais c'est aussi le développement d'un nouveau savoir-faire et surtout l'innovation. Pourquoi pas ici en France? J'aimerais dire à Marc-André, est-ce que vous pensez que la France est l'endroit aujourd'hui où l'innovation encore droit de citer autant qu'elle a été en matière de, bien sûr, de luxe et tout ce qui est l'écosystème du luxe, autant qu'elle a été dans le passé? Moi, je pense que la France a absolument toute sa place dans le monde de l'innovation. Pour Bain, en fait, je participe chaque année en fait aux travaux de la Chambre de commerce américaine en France, et nous menons en fait une enquête annuelle sur l'attractivité de la France pour les investisseurs étrangers et américains en particulier. Et le point qui ressort chaque année, y compris cette année en fait, sur la France et cette capacité à attirer les investisseurs, c'est l'innovation. Liées aux ressources humaines que nous avons, aux compétences que nous avons et à l'écosystème d'innovation que la France a mis en place. Donc oui, la France absolument a sa place en fait sur ce terrain-là. Moi, je voudrais juste peut-être bâtir sur ce que Coralie et Jean-Noël viennent de dire. Moi, je pense le Made in France est important, mais le problème que les marques de luxe vont avoir dans les quelques années qui viennent, à cause de cette turbulence que nous avons vécue avec le Covid, à cause de ces pressions économiques sur les marques vont devoir gérer une tension. D'un côté, continuer à investir dans l'innovation, dans la différenciation, dans ce qui fait que les marques sont particulières. Le Made in France, c'est une partie de la recette de nos marques françaises de luxe. Mais il y a cette tension entre cette différenciation et entre un besoin de résilience, d'efficacité, de gestion des coûts, etc., que cette pression économique, cette turbulence a mis en lumière. Et donc, il va falloir gérer cette tension et le Made in France ne peut pas venir au détriment de la résilience. Et en parallèle, les consommateurs évoluent dans leurs critères de choix, d'achat et d'intérêt. Et du coup, les prestataires du luxe vont devoir accompagner leurs clients, les marques de luxe, dans la gestion de cette tension et surtout, je pense, charger, au sens marketing, charger le Made in France d'un sens et de fonctionnalités différentes en harmonie avec les exigences nouvelles des consommateurs. Donc, Coralie en parlait sur tous les aspects de responsabilité, de sustainability, etc. L'étiquette Made in France pour le packaging, par exemple, n'aura d'importance que si ça implique qualité, sustainability, fonctionnalité particulière, etc. Donc, c'est important de se dire que les clients, en fait, des fournisseurs du luxe sont soumis à ces pressions. Il faut les accompagner et il faut donner au Made in France un sens encore plus important et plus valorisant, en fait. Alors,
Merci Marc-André. Moi, j'ai une question qui est plus liée à l'univers dans lequel opèrent nos membres, puisqu'on est bien évidemment dans l'écosystème de l'imprimerie, aussi dans le cadre de cette soirée autour de ces questions avec Imprimeluc. J'ai une question concernant les rapports, alors là c'est une question plus générale, les rapports entre la digitalisation qui arrive, on voit vraiment, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure Marc-André, dans le luxe comme dans le secteur, et l'usage du papier dans la transmission de l'information, de l'émotion, dans la création de l'histoire des marques. Quel est le rapport, la tension qui existe, que nous on sent dans nos métiers? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble digne d'intérêt, d'études, de réflexion? Peut-être toi, par exemple, Coralie, qui a bien évidemment, chez Cartier notamment, utilisé beaucoup de packaging, et Cartier était un très bel exemple de quelqu'un, d'une maison qui respecte avec beaucoup le packaging. Comment tu vois ces problématiques? Écoute, c'est compliqué parce que là où tu as raison, c'est que le digital pousse quand même sur certains outils de communication à moins de papier. Que ce soit en presse, que ce soit dans les leaflets ou que ce soit dans les catalogues. Le digital est un merveilleux outil pour faire découvrir aussi. Donc, il y a eu tout d'un coup un balancier qui est parti dans l'autre sens. Et j'ai souvenir de réunions hyper nombreuses chez Cartier en disant, mais est-ce que les anciens clients ne sont pas contents quand même de recevoir leur catalogue, etc. Après, choisir se renoncer, le digital coûte très cher. Et c'est vrai qu'on en est arrivé quand même de toute façon à limiter, par exemple, le papier, ne serait-ce aussi voilà, le papier pour tous ces outils de consommation, de communication boutique, au profit des outils digitaux qui coûtent cher eux aussi et qui attirent les nouvelles générations, qui poussent et qui grandissent. En revanche, c'est vrai que le cérémonial de vente en retail est encore très important et que le retail représente encore beaucoup et représentera, comme Bain le dit, encore beaucoup, aura encore beaucoup de place, même s'il va se réinventer dans le parcours client, il va être avant tout expérientiel. Et là le papier peut jouer en effet tout son sens, que ce soit dans le gift wrapping, qui est absolument essentiel au sein de la maison Cartier, et toute l'évolution qu'on a pu apporter et que Cartier continue à apporter à son packaging. Et c'est vrai que maintenant, petit retour de balancier, après avoir enlevé tout le papier, il peut être joli de reposer plus occasionnellement de très jolies choses très bien faites, mais un peu plus exceptionnelles autour de ce matériau. En parfumerie, on a pu sortir des mouillettes à sentir en papier absolument extraordinaires. Donc finalement, j'ai envie de dire peut-être moins, mais mieux, globalement, pour tous ces outils de communication papier. Et bien sûr, une absolue nécessité de faire évoluer le packaging que les maisons de luxe, a priori, ne vont pas. Enfin, j'avoue que moi, les DNVB dans lesquels j'ai investi ont carrément enlevé le packaging. Enfin, où on met du tissu, ont carrément la beauté, elle a tout simplement enlevé l'outil papier de son packaging. Ou alors, elle a mis du papier qui se transforme en petites graines pour de fertilisation. Enfin, c'est plus du papier, quoi. Donc en revanche, je pense que les maisons de luxe garderont quand même cet outil essentiel de visibilité qui est l'écran et le packaging. Mais ce n'est que mon avis. Merci bien. Alors là, j'ai une question. On va peut-être encore prendre deux questions, puis après, comme le temps est écoulé, mais je crois qu'on est tous intéressés à vous entendre encore un petit peu, si vous pouvez rester, Coralie, Marc-André et Jean-Noël. Voilà une question qui est un peu longue, mais je vous le dis parce qu'elle est très intéressante. Nous avons beaucoup parlé des différentes pistes pour que le luxe se réinvente, ce qui implique une augmentation des coûts et un abaissement des marges opérationnelles. La variable d'ajustement à court terme reste en grande partie le prix. Les marques vont-elles, selon vous, continuer à les augmenter et risquer de se déconnecter un peu plus de leur clientèle locale, notamment européenne, en misant sur la croissance asiatique, avec un fort risque d'hyperdépendance, visée de l'Asie bien sûr, ou vont-elles développer de nouvelles sources de revenus comme le seconde main? Je ne sais pas qu'est-ce qui veut prendre ce sujet, qui est un sujet assez complexe, stratégique, culturel. Je vais lancer la balle. Une des caractéristiques des stratégies mises en œuvre par les marques qui réussissent le mieux, c'est la hausse systématique des prix. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de produits d'entrée de gamme. Ça veut dire que comme il y a eu la richesse mondiale ne cesse de croître, à partir du moment où on ne croit pas, on croit moins que la richesse mondiale, quelque part, on met en cause la suprématie symbolique de la marque. Donc, les coûts, certes, augmentent,
mais la conséquence, c'est que le prix au retail doit monter. Et de toute façon, comment dirais-je, faire l'inverse, c'est pas la démocratisation, parce que ça voudrait dire mettre le paquet sur les produits d'entrée de gamme, mais ça veut dire se rapprocher, faire disparaître le rêve du luxe. Et tous les patrons des grands groupes de luxe n'arrêtent pas de dire que le luxe, c'est la vente du rêve. Il doit y avoir une dimension d'inaccessibilité relative dans cela. Et le jour où les choses… Donc, au fur et à mesure que la richesse augmente, il faut effectivement augmenter le prix moyen, ce que toutes les grandes marques font. Alors, après, il se trouve que la richesse va être concentrée en Asie. Oui, c'est vrai. Point. Marc-André, vous partagez cette opinion? C'est difficile d'être en désaccord avec Jean-Noël là-dessus. Oui, je partage. Il ne faut pas hésiter. Non, Jean-Noël, vous savez bien. Mais je rajouterai juste peut-être une petite précision. En fait, nous, quand on regarde le positionnement prix des marques de luxe, on a tendance à utiliser une pyramide en fait avec trois étages. Le premier étage, celui du bas, c'est le luxe accessible, et tout en haut, la pointe de la pyramide, c'est l'hyperluxe en fait. Et nous, ce qu'on voit, c'est que la tendance à augmenter les prix, elle est encore plus forte dans l'hyperluxe. Il risque d'y avoir encore plus de polarisation sur l'échelle des prix, mais je suis complètement d'accord avec Jean-Noël. Je pense que la stratégie qui a été d'augmenter les prix pour accompagner l'entrée dans le marché du luxe d'un nombre sans cesse croissant de high net worth individuals, et en particulier en Chine, ça devrait continuer. Et juste un point à ajouter, c'est que je vais vous donner l'exemple du bracelet Love chez Cartier. Du reste, bracelet Love qui dépend éminemment du prix du cours de l'or. Parce que vous imaginez que le bracelet Love est quand même relativement simple à faire et que c'est surtout de la matière première. En attendant, le bracelet Love, comme vous l'avez dit, a suivi les courbes d'évolution du luxe et a beaucoup augmenté. Ce qui nous a quand même vraiment posé un souci chez Cartier, parce qu'en fait, le bracelet Love est quand même à plus de 6 000 €, et à plus de 6 000 €, cet objet emblématique qui représente quand même à peu près 20% du chiffre d'affaires de la maison et qui est clé, devient trop cher pour la clientèle locale. Et pour Cartier, notamment en Europe et partout dans le monde, c'est vrai qu'il est très important quand même de garder les locaux dans les boutiques et de garder une assise de clientèle locale sur ces best-sellers. Donc, comme vous l'avez dit, en fait, le bracelet Love a augmenté, a trop augmenté peut-être même quelque part. Et en fait, qu'est-ce que la maison Cartier a fait? C'est qu'il a rentré un nouveau produit. Donc, en fait, l'alternative, c'est souvent de rentrer des nouvelles gammes, qui est un Love plus fin, qui a été lancé en catimini il y a 5 ans. Il est superbe, il a mis beaucoup de temps à être développé. Il est proposé en alternative au bracelet de manière extrêmement précise. On avait challengé tous les commerciaux. Le commercial, il doit vendre le bracelet Love référence, mais si vraiment la clientèle locale tilt en termes de prix, on lui propose le bracelet alternatif qui coûte moins cher. Alors, la première version avait été il y a très longtemps un bracelet ouvert qui ne fonctionne pas parce que vous perdez tout le concept identitaire de Love. Et le deuxième concept qui est arrivé il y a 5 ans est un bracelet plus fin, ravissant, qui fonctionne extrêmement bien en Europe. Donc, c'est vrai, en effet, Jean-Noël, que l'idée de produits alternatifs, même sur des objets emblématiques, fonctionne très bien pour les maisons de luxe qui ont besoin quand même de garder leur assise locale pour exister. Et alors, merci Coralie. Pour peut-être une dernière question, en tout cas une réflexion que je vous soumets, puisqu'on a parlé du marché principal, puisqu'elle va présenter 40% en 2025 ou 45% peut-être, la Chine, enfin en tout cas les clients, la catégorie chinoise. Est-ce que vous voudriez peut-être chacun de vous nous dire en quelques minutes ce que vous pensez du luxe made in China? Parce que ça, c'est une grande question. Est-ce que la Chine va proposer des alternatives aux grandes marques européennes dans le luxe? Sera-t-elle capable de, là aussi, devenir dominatrice comme elle est déjà dans d'autres secteurs de l'activité, en tout cas en train d'y arriver? Et c'est une question qui mérite d'être posée, je trouve. Qui commence? Je peux dire quelque chose, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole, donc je vais laisser parler Coralie. On fait court, parce que maintenant, je crois que le temps nous est compté. Il y a deux cas qui viennent, pour être très concret, il y a 2 exemples qui viennent à l'esprit, c'est Shanghai Tang et, comment dirais-je, Shanxia. Bon, Shanghai Tang, c'est, comment dirais-je, alors on va dire, vu le niveau de prix, c'est sûrement pas du luxe inaccessible,
mais c'est un luxe sans créativité qui n'arrête pas de se comment dirais-je, de reproduire les codes traditionnels de la vision du vêtement chinois par des Occidentaux. Donc, en réalité, c'est une marque qui est vraiment un problem child, comme le dit, comment dirais-je, la matrice du BCG. Bon, c'est-à-dire que le fait de répéter le passé ne suffit pas à engendrer une demande. On a le même problème avec, comment dirais-je, avec Shanxia, qui, lui, a revitalisé un passé extraordinaire avec des tasses qui valent 3 000 € la tasse parce que il a fallu un mois de travail à un artisan incroyable, etc. Mais ça fait rire personne. C'est-à-dire qu'on est plus au musée Guimet que dans la vie quotidienne. Et les Chinois ont envie de vivre, ils ont envie de s'amuser. La consommation est la zone de liberté des Chinois. Donc, ils ont envie vraiment d'exister dans leur singularité dans le domaine de la consommation. Or, pour cela, il faut introduire énormément de créativité. La question, c'est est-ce que l'écosystème politique et social chinois autorise la créativité? D'accord, effectivement, c'est une bonne remarque. Coralie, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette question du Made in China? Tu vois la création, créer in China, en fait, en l'occurrence. Est-ce que c'est quelque chose qui… J'avoue que je suis pas. Ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'on est très autocentré. Ce que nous n'avions pas réalisé il y a encore 10 ans en joaillerie, c'est que dans le top 5 des joailliers mondiaux, il y avait déjà 3 joailliers chinois, vu la taille du marché chinois. Voilà. Shou Sang Sang, je ne sais plus quoi, et vous les connaissez sûrement, Marc-André, j'oublie à chaque fois leur nom. Mais ils sont tellement chinois, ils ont un tel marché que ils sont tellement, tellement typés qu'ils n'ont pas encore, déjà je pense pas qu'ils aient vraiment encore réussi, vraiment cherché à se développer sur le marché européen. Il y a Qeelin, cette maison chinoise qui a aussi cherché à se développer via Kering, mais qui n'a pas bien fonctionné. Voilà, donc en gros, ils ont déjà des acteurs majeurs. Ces acteurs se sont beaucoup développés en Chine, arrivent dans le top 10 mondial, en tout cas à mon avis, sur beaucoup de nos catégories. Et en effet, on va dire que le craft et le design n'a pas encore percé en Europe et aux États-Unis. D'accord, donc on a encore un petit peu de temps avant d'être inquiet. Oui. Est-ce que Marc-André, vous voulez terminer? Je voudrais juste, je suis d'accord avec Jean-Noël et Coralie, juste un petit point. Moi, j'observe en permanence, en fait, l'évolution de la distribution en Chine. Pas le luxe, mais la distribution en général. Ces 3-4 dernières années, ce qui est apparu sur le marché chinois en termes de modèle de distribution préfigure, à mon sens, ce qui va se passer dans nos marchés dans 5 à 10 ans. La Chine est en train d'inventer la distribution de demain. Oui. Ce qu'on voit aujourd'hui avec le social commerce, la capacité à vendre sur le rôle des influenceurs, il y en a beaucoup dans le luxe, mais ce qu'on voit aujourd'hui juste dans le commerce habituel est vraiment extraordinaire. Le rôle de la data, le rôle des écosystèmes, etc., est en train de bouleverser la façon dont le commerce est fait. Et je pense qu'on aurait tort en Occident de négliger ça et de ne pas comprendre en fait tout ce que les Chinois sont en train de faire qui inévitablement va être fait à un moment dans nos marchés. Le point est que donc une nouvelle marque qui arrive sur le marché chinois a plein de canaux, plein de moyens en fait de percer parce qu'il y a des nouvelles formes de commerce qui sont en train d'arriver. Pour autant, moi, ma conviction, et je suis d'accord avec Jean-Noël sur tout ce qu'il a dit sur les marques, les fameuses marques chinoises dont tout le monde a parlé pendant des années, moi, je pense que pour autant, ces marques-là ne sont pas forcément encore des marques de luxe au sens où on pense au luxe traditionnel, classique, etc. Et je pense qu'on a effectivement de ce côté-là encore un petit peu de temps devant nous, même s'il y a de l'artisanat, du craftsmanship en Chine, comme il y en a en Inde d'ailleurs, mais on n'a pas vu ces marques mondiales. Bon, alors restons mobilisés, ne nous endormons pas sur nos lauriers, continuons à être créatifs, innovants et séduisants. Merci beaucoup à vous, nos 3 intervenants, pour bien sûr, vos remarques extrêmement compétentes, extrêmement inspirantes. Merci à tous les 3. Merci à vous tous d'avoir suivi ce débat. Pierre Ballet, mon ami Pierre, tu es où? Tu m'entends? Je suis là. Ah, Pierre, est-ce que tu veux peut-être reprendre la parole pour terminer? Moi, avant que tu termines, Pierre, je voudrais remercier l'association HEC Alumni qui nous a accueillis avec ses moyens logistiques, techniques. Je voulais aussi remercier nos amis d'Easy Fairs, ce grand salon organisateur notamment du PCD qui nous accueille
également dans des opérations conjointes, et vous dire à bientôt, certainement, autour de ces problématiques et ces beaux projets de luxe. Au revoir, Vincent. Voilà. À toi, Pierre. Oui, mais écoutez, difficile d'ajouter à vos brillants exposés notre position. Il est vrai qu'on a peu parlé de notre monde d'imprimerie de ce que j'ai présenté tout à l'heure, qui était la partie RSE. C'est peut-être l'objet d'un autre débat sur lequel on pourra aussi intervenir. Un grand merci à Alain, bien sûr, d'avoir organisé cette conférence, et puis un grand merci d'avoir été si nombreux. J'ai vu qu'on a dépassé les 100 participants à un moment, donc ravi de cette manifestation au nom d'Imprimelux, et encore un grand merci à tous. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt et bonne continuation. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, Alain. Merci à tous. Merci à vous.